Le bureau de Bérengère Dubois respirait la tranquillité ordonnée d'une vie soigneusement maîtrisée. Les rayonnages débordaient d'éditions annotées de Baudelaire et de Verlaine, tandis qu'une fine brume de thé à la bergamote flottait encore dans l'air matinal. À 28 ans, elle avait trouvé sa place dans ce sanctuaire de mots et d'idées, loin du chaos émotionnel qui avait jadis bouleversé sa vie. Ses doigts effleurèrent les pages de son cours sur les fleurs du mal, quand 3 coups secs résonnèrent contre sa porte. Elle leva les yeux, surprise. Les étudiants ne venaient jamais si tôt. Entrez. L'homme qui pénétra dans son bureau sembla aspirer toute la lumière de la pièce. Grand, les cheveux châtains légèrement désordonnés, il portait une veste de tweed qui lui donnait un air d'aristocrate intellectuel. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent. D'un gris acier, il semblait scruter le monde avec une froideur calculée. Professeur Dubois, sa voix était grave, mesurée. Octave Leroy, nouveau professeur de philosophie politique. Le doyen Martineau souhaite nous voir ensemble dans son bureau, immédiatement. Aucun bonjour, aucun sourire, juste des faits énoncés avec la précision d'un scalpel. Bérengère referma lentement son livre, observant cet homme qui semblait traiter chaque interaction comme une équation à résoudre. « Un problème urgent, j'imagine » demanda-t-elle en se levant, lissant sa robe bordeaux d'un geste automatique. « Je ne fais pas d'hypothèse sans données suffisantes » répondit-il, déjà tourné vers la sortie. Le couloir de l'université Saint-Antoine résonnait de leurs pas désynchronisés. Bérengère tentait de garder une allure digne, tout en rattrapant les enjambées assurées d'Octave. Elle l'observait du coin de l'œil, intriguée malgré elle par cette aura de contrôle absolu qu'il dégageait. Tout en lui semblait calculé, la manière dont il tenait ses mains dans le dos, son regard qui ne se posait jamais sur elle, même cette distance physique qu'il maintenait scrupuleusement. « Vous enseignez ici depuis longtemps ?» tenta-t-elle, brisant le silence pesant. Suffisamment pour savoir que les conversations de courtoisie sont rarement productives. La réponse claqua comme une gifle. Bérengère sentit ses joues s'embraser, mais elle serra les dents. Elle avait connu des hommes arrogants, des collègues condescendants, mais cette froideur détachée était nouvelle, et étrangement troublante. Le bureau du doyen Martineau embaumait le cuir et l'encaustique. L'homme aux tempes grisonnantes les accueillit avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa contrariété. « Ah, parfait, mes 2 étoiles de la faculté. » Il désigna 2 fauteuils face à son bureau. « J'ai une proposition, ou plutôt une mission. » Bérengère s'assit en croisant élégamment les jambes, tandis qu'Octave demeurait debout, les bras croisés. Cette différence d'attitude n'échappa pas au doyen, qui soupira discrètement. Le séminaire interdisciplinaire de cette année portera sur l'art de persuader, de la rhétorique antique aux enjeux politiques contemporains. J'ai besoin que vous le dirigiez ensemble. Littérature et philosophie politique, main dans la main. Un silence glacial s'installa. Bérengère sentit son estomac se contracter. Diriger un séminaire avec cet homme de marbre, l'idée même lui paraissait absurde. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le doyen, » intervint Octave sans bouger d'un millimètre, « je préfère travailler seul. Mes méthodes sont spécifiques. Et moi, j'ai déjà un programme chargé. » ajouta rapidement Bérengère, cherchant désespérément une échappatoire. Martineau éclata d'un rire qui résonna dans toute la pièce. « Mes chers collègues, ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Le conseil d'administration souhaite voir plus de collaboration entre nos départements. Vous commencez lundi prochain. » Il se leva, signifiant ainsi la fin de l'entretien. « Oh, et j'oubliais, ce séminaire sera ouvert au public. Les médias locaux s'y intéressent déjà, ne me décevez pas. » Dans le couloir, ils marchèrent côte à côte dans un silence tendu. Bérengère sentait la frustration bouillonner en elle. Cette collaboration forcée avec un homme qui semblait considérer l'émotion comme une maladie contagieuse promettait d'être un calvaire. « Nous devrons nous réunir pour préparer le programme », dit-elle finalement, s'efforçant de garder un ton professionnel. Octave s'arrêta brusquement et la regarda pour la première fois depuis leur rencontre. Ses yeux gris la scrutèrent avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pendant un instant, elle crut y déceler quelque chose de vulnérable, une fissure dans cette façade impénétrable. Mais l'impression disparut aussi vite qu'elle était venue. Demain, 15 heures, bibliothèque universitaire, section philosophie. Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. « J'espère que vous ne confondrez pas rigueur intellectuelle et complaisance émotionnelle. » Il s'éloigna sans attendre de réponse, laissant derrière lui un parfum subtil de cèdre et d'ambre gris. Bérengère resta immobile, le cœur battant étrangement fort. Cet homme l'agaçait, la déstabilisait, et pourtant, elle secoua la tête. Elle avait déjà donné dans l'attirance pour les hommes inaccessibles. Cette fois, elle ne tomberait pas dans le piège. Cette fois,
Elle garderait ses distances et son cœur intact. Mais en regagnant son bureau, elle ne put s'empêcher de repenser à ce bref instant où le masque d'Octave avait semblé vaciller. Y avait-il vraiment un homme derrière cette forteresse de froideur? Et surtout, avait-elle vraiment envie de le découvrir? Le lendemain l'amènerait ses réponses. Pour le meilleur ou pour le pire. La bibliothèque universitaire baignait dans une lumière dorée qui filtrait à travers les hautes fenêtres gothiques. Bérengère arriva quelques minutes en avance, espérant avoir le temps de rassembler ses esprits avant d'affronter à nouveau l'énigmatique professeur Leroy. Elle avait choisi une table discrète dans la section philosophie, entourée de rayonnages imposants qui semblaient monter jusqu'au ciel. À 15 heures précises, Octave apparut. Comme la veille, aucun sourire n'adoucissait ses traits ciselés. Il portait un costume anthracite parfaitement ajusté et tenait une mallette de cuir noir à la main. Chaque geste était mesuré, calculé, comme s'il évoluait dans la vie selon un protocole immuable. « Professeur Dubois », dit-il en guise de salutation, déposant sa mallette sur la table avec une précision chirurgicale. « Professeur Leroy », répondit-elle, observant la manière dont il disposait méticuleusement ses documents. Même sa façon d'organiser ses affaires semblait dénuée de toute spontanéité humaine. Il ouvrit un carnet aux pages quadrillées et sortit un stylo-plume argenté. « J'ai préparé une structure préliminaire pour notre séminaire. » Sa voix était aussi neutre que celle d'un présentateur de journal télévisé. 8 séances de 3 heures. Progression logique de l'Antiquité à nos jours. Efficacité maximale. Bérengère parcourut rapidement les notes d'Octave. Tout y était classé, numéroté, référencé. Pas une place pour l'improvisation, l'inspiration spontanée ou même l'émotion. C'est très systématique, dit-elle prudemment. Mais ne pensez-vous pas que nous pourrions laisser un peu d'espace pour l'interaction avec les étudiants? Parfois, les plus belles découvertes naissent des questions inattendues. Octave leva les yeux de ses documents. Son regard gris la fixa avec cette intensité troublante qu'elle commençait à reconnaître. Les émotions sont des parasites intellectuels, professeur Dubois. Elles obscurcissent le jugement et faussent l'analyse. Dans mon enseignement, je privilégie la rigueur à la complaisance. Ces mots la frappèrent comme un souffle glacé. Les émotions sont des parasites. Comment un homme pouvait-il réduire l'essence même de l'humanité à une simple nuisance? Elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cet homme n'était pas seulement froid, il était incapable d'aimer, incapable de comprendre que l'émotion était le moteur de toute grande littérature, de toute passion authentique. « Je vois », murmura-t-elle, baissant les yeux sur ses propres notes, où elle avait esquissé des idées plus libres, plus organiques. « Et que faites-vous de l'empathie, de la capacité à émouvoir votre auditoire? L'empathie est une faiblesse déguisée en vertu. » Il tourna une page de son carnet sans la regarder. « Mon rôle est de transmettre des connaissances, pas de consoler des âmes perdues. » Bérengère sentit une colère sourde monter en elle. Chaque mot d'Octave confirmait ses craintes les plus profondes. Cet homme était un mur de glace, imperméable à toute chaleur humaine. Comment pourrait-elle travailler avec quelqu'un qui considérait l'émotion comme un défaut à corriger? « Très bien, » dit-elle en refermant brutalement son carnet. « Dans ce cas, répartissons simplement les tâches. Vous vous occuperez de la partie purement théorique, moi j'apporterai les parasites émotionnels. » Pour la première fois, Octave marqua une pause. Ses doigts se figèrent sur son stylo, et elle crut voir une lueur de surprise traverser son regard, mais il se ressaisit aussitôt. « Parfait. Division du travail claire et nette. » Il consulta sa montre. « Nous nous reverrons lors de la première séance. Inutile de multiplier les réunions préparatoires. » Il rassembla ses affaires avec la même précision mécanique qu'à son arrivée. Bérengère l'observait, fascinée malgré elle par cette capacité qu'il avait de tout transformer en procédure administrative. Même leur collaboration forcée devenait un simple dossier à gérer. « Une dernière question, professeur Leroy, » lança-t-elle alors qu'il se levait. « Avez-vous déjà ressenti quelque chose? De la joie, de la tristesse, de la colère ?» Il s'immobilisa, sa mallette à la main. Pendant un instant vertigineux, elle vit ses épaules se raidir imperceptiblement. Quand il se retourna vers elle, son visage était un masque de marbre. « Les sentiments sont des réactions chimiques, professeur Dubois, des mécanismes primitifs que l'intellect développé apprend à maîtriser. » Sa voix était plus grave, comme si cette question l'avait touché dans une zone interdite. « Bonne fin de journée. » Il s'éloigna entre les rayonnages, laissant Bérengère seule avec ses certitudes nouvelles. Cet homme était effectivement incapable d'aimer. Il s'était construit une forteresse si haute, si solide, que rien ni personne ne pourrait jamais l'atteindre. Elle avait eu raison de se méfier de cette troublante attirance qu'elle avait ressentie la veille. Octave Leroy
était un cœur mort, une âme éteinte qui avait choisi l'isolement émotionnel comme mode de vie. Pourtant, en rangeant ses affaires, Bérengère ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment de tension quand elle l'avait questionné sur ses sentiments. Avait-elle imaginé cette faille dans sa cuirasse, cette fêlure presque imperceptible qui avait traversé son regard? Non, elle refusait de tomber dans le piège de croire qu'elle pourrait être celle qui réveillerait l'humanité en cet homme de glace. Elle avait déjà donné dans ce genre de fantasme romantique. Octave Leroy était exactement ce qu'il montrait, un être humain qui avait choisi de ne plus être humain. Et pourtant, en sortant de la bibliothèque, elle ne put s'empêcher de se demander quel événement avait pu transformer un homme en statue de froid. Car on ne naît pas ainsi, on le devient. Mais cela, se dit-elle fermement, ne la regardait pas. Elle avait un séminaire à préparer avec un collègue impossible. Rien de plus, rien de moins. Du moins, c'est ce qu'elle tentait de se convaincre. L'amphithéâtre Rousseau bourdonnait d'une énergie particulière ce lundi matin. Plus de 100 étudiants s'étaient massés dans les gradins, attirés par la curiosité de voir ces deux professeurs, aux réputations si différentes, travailler ensemble. Quelques journalistes locaux avaient également pris place au fond de la salle, leurs carnets prêts à capturer les moments marquants de ce séminaire interdisciplinaire tant attendu. Bérengère ajusta sa veste crème et vérifia une dernière fois ses notes. Elle avait passé le week-end à préparer une introduction passionnée sur l'art oratoire d'Homère, espérant insuffler un peu d'humanité à ce qui promettait d'être une collaboration glaciale. À ses côtés, Octave disposait ses documents avec sa précision habituelle, indifférent à l'agitation qui régnait autour d'eux. « Mesdames et messieurs », commença-t-il sans préambule, sa voix portant naturellement dans tout l'amphithéâtre, « bienvenue à ce séminaire sur l'art de persuader. Nous explorerons comment la rhétorique, dépouillée de ses ornements émotionnels, devient un outil de pouvoir rationnel. » Bérengère sentit ses mâchoires se crisper, dépouillée de ses ornements émotionnels. Il ne perdait pas de temps pour imposer sa vision désincarnée de l'éloquence. « Permettez-moi d'apporter une nuance, professeur Leroy, » intervint-elle, avec un sourire qui ne trahissait rien de son irritation. La rhétorique tire précisément sa force de sa capacité à toucher l'âme humaine. Prenez l'Iliade. L'Iliade est un excellent exemple de manipulation émotionnelle primitive, coupa Octave en se tournant vers elle. Son regard gris la transperça avec cette froideur qu'elle commençait à détester. Homère utilise les passions pour contourner la raison. C'est exactement ce que nous devons apprendre à déconstruire. Un murmure parcourut l'assemblée. Les étudiants sentaient la tension naître entre leurs professeurs et leurs visages reflétaient un mélange de fascination et d'inconfort. Bérengère se redressa, sentant le feu de la bataille intellectuelle s'allumer en elle. « Vous réduisez l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité à une simple technique de manipulation ? J'analyse objectivement ces mécanismes, répondit-il sans ciller. L'art véritable réside dans la maîtrise de ces mécanismes, pas dans la complaisance envers des émotions incontrôlées. Les émotions ne sont pas des ennemis à combattre, professeur Leroy. Elles sont le cœur même de ce qui nous rend humains. » Sa voix avait pris une intensité nouvelle, et elle vit plusieurs étudiants se pencher en avant, captivés. Quand Achille pleure Patrocle, il ne manipule personne. Il révèle la vérité universelle de la perte, de l'amour, de la douleur. Octave ferma lentement son livre, et ce geste simple sembla aspirer tout le bruit de la salle. Il la regarda avec une attention si soutenue qu'elle sentit son cœur s'accélérer malgré elle. « Professeur Dubois, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « vous confondez vérité et sentimentalisme. Les pleurs d'Achille ne changent rien au fait que Patrocle est mort. L'émotion ne ressuscite pas les morts. Elle ne fait qu'aveugler les vivants. » Cette phrase tomba dans un silence de plomb. Bérengère sentit quelque chose de douloureux traverser sa poitrine. Il y avait une amertume si profonde dans ces mots, une blessure si bien dissimulée sous la logique froide qu'elle en eut le souffle coupé. Pour la première fois, elle entrevit que peut-être cet homme n'était pas naturellement froid. Peut-être avait-il appris à l'être. Et pourtant, murmura-t-elle, baissant inconsciemment la voix pour créer une intimité étrange dans cet amphithéâtre bondé, sans cette douleur, sans ces larmes, Achille ne serait qu'un guerrier parmi d'autres. C'est son humanité qui le rend immortel. Leurs regards se croisèrent et se verrouillèrent. Pendant quelques secondes interminables, le reste du monde sembla disparaître. Elle vit ses pupilles se dilater imperceptiblement, vit quelque chose vaciller derrière cette façade de marbre. Mais il détourna les yeux le premier, et le moment se brisa comme du cristal. « Passons à Aristote, » dit-il sèchement, reprenant ses notes avec des gestes un peu trop brusques. La rhétorique offre une approche plus méthodique. Le reste du cours se déroula dans une atmosphère tendue. Chaque intervention de Bérengère était contredite par Octave,
Chaque analyse d'Octave était nuancée par Bérengère. Les étudiants assistaient à un duel intellectuel fascinant, mais elles sentaient que quelque chose de plus profond se jouait entre eux. Quand la cloche sonna à la fin du séminaire, l'amphithéâtre se vida lentement, les conversations animées témoignant de l'impact de ce premier cours. Bérengère rassemblait ses affaires quand la voix d'Octave la figea. « Professeur Dubois ». Elle leva les yeux. Il se tenait debout près du tableau, les mains dans le dos, mais son port altier habituel semblait moins assuré. « Oui, votre intervention sur Achille ». Il marqua une pause comme s'il cherchait ses mots. Elle était techniquement correcte. C'était probablement le compliment le plus proche qu'elle obtiendrait jamais de cet homme, mais elle y décela quelque chose de plus, une faille presque imperceptible dans sa cuirasse. « Merci », dit-elle simplement. Il hocha la tête et quitta l'amphithéâtre sans un mot de plus. Bérengère resta seule, troublée. Cet homme était-il vraiment incapable d'aimer comme elle l'avait cru? Ou avait-il simplement appris à enfouir si profondément ses émotions qu'il en avait oublié le chemin pour les retrouver? En sortant à son tour, elle croisa Claire Moreau, une étudiante en master qu'elle appréciait particulièrement. « Professeur Dubois », l'interpella la jeune femme avec enthousiasme. « Ce cours était passionnant. Vous et le professeur Leroy, on dirait que vous vous battez, mais en même temps... » « En même temps quoi, Claire ?» L'étudiante rougit légèrement. « On dirait que vous vous cherchez, comme si vous testiez quelque chose l'un chez l'autre. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Bérengère tout le long du chemin vers son bureau. Se cherchait-il vraiment? Et si oui, que cherchait-elle exactement chez cet homme de glace qui semblait considérer l'amour comme une faiblesse? Elle refusait de l'admettre, mais une partie d'elle brûlait déjà d'impatience à l'idée du prochain cours. La pluie de novembre tambourinait contre les vitres de la salle des professeurs avec une insistance mélancolique. Bérengère sirotait son café en corrigeant des copies d'examen, tentant d'ignorer la présence silencieuse d'Octave qui travaillait à quelques tables d'elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début de leur collaboration forcée. 3 semaines de joute intellectuelle qui laissaient l'assistance captivée et elle-même troublée. L'horloge murale indiquait 18 heures passées. La faculté était déserte, plongée dans cette quiétude particulière des fins de journée d'automne. Seules leurs 2 lampes de bureau créaient des îlots de lumière dorée dans l'obscurité grandissante. « Professeur Dubois », dit soudain Octave sans lever les yeux de ses corrections. « Oui ?» Elle ne put masquer la surprise dans sa voix. Il s'adressait rarement à elle en dehors des cours. « Votre analyse de Cicéron lors du dernier séminaire. » Il posa son stylo et la regarda enfin. Elle était pertinente. Bérengère faillit lâcher sa tasse. Un compliment direct de la part d'Octave Leroy? Elle scruta son visage, cherchant le piège, la critique déguisée, mais ne trouva qu'une fatigue inhabituelle dans ses traits. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits trop courtes, et ses cheveux habituellement parfaitement disciplinés montraient un léger désordre. « Merci, » dit-elle prudemment. « Vous semblez fatigué. » Il eut un rire sans joie, si bref qu'elle crut l'avoir imaginé. Les corrections. 150 copies sur L'État et la morale selon Machiavel, une litanie d'idées reçues et de paraphrasages maladroits. « Je connais cette frustration », murmura-t-elle, en refermant son propre paquet de copies. « Parfois, je me demande si nous réussissons vraiment à transmettre quelque chose. » Octave se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La pluie avait redoublé d'intensité, transformant la cour de l'université en un miroir sombre strié de reflets argentés. Il resta là immobile, les mains dans le dos, et elle fut frappée par quelque chose de vulnérable dans sa silhouette. « Vous savez, » dit-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille, « j'ai eu un étudiant, il y a quelques années, brillant, passionné, plein d'idéaux. Il pensait que la philosophie pouvait changer le monde. » Bérengère retint son souffle. C'était la première fois qu'Octave partageait quelque chose de personnel, et elle sentait l'importance de ce moment fragile. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Il s'est suicidé. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Une déception amoureuse, une fille qui ne partageait pas ses sentiments. Il a laissé une lettre, disant que si l'amour n'existait pas, alors rien n'avait de sens. Le silence qui suivit était assourdissant. Bérengère sentit son cœur se serrer devant cette révélation. Soudain, la froideur d'Octave, son mépris affiché pour les émotions, tout prenait un sens différent. Il ne les considérait pas comme des faiblesses parce qu'il était naturellement insensible. Il les craignait parce qu'il en connaissait le pouvoir destructeur. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il se retourna vers elle et dans la pénombre, ses yeux gris semblaient presque noirs. « Depuis ce jour, j'ai compris que les émotions étaient des forces incontrôlables, dangereuses, mortelles même. » Octave,
Elle avait utilisé son prénom sans y penser, et le voir tressaillir légèrement lui fit réaliser son audace. Vous ne pouvez pas condamner toute l'humanité à cause d'un drame. L'humanité? Il eut un sourire amer. Vous parlez d'humanité, mais regardez autour de vous. Les guerres naissent de la passion, les crimes de la jalousie, les trahisons de l'amour déçu. Où est l'humanité là-dedans? Bérengère se leva à son tour, sentant une colère protectrice monter en elle. Et les merveilles, les sacrifices pour sauver un inconnu, les parents qui donnent leur vie pour leurs enfants, l'art qui naît de la souffrance, vous effacez tout cela d'un revers de main? Ce ne sont que des exceptions. Mais sa voix manquait de conviction. Non. Elle s'approcha de lui, assez près pour voir les paillettes dorées dans ses yeux gris. C'est la règle. C'est vous qui êtes l'exception, Octave. Vous qui avez choisi de vous couper de ce qui fait de nous des êtres humains. Il la dévisagea avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pendant un instant vertigineux, elle crut qu'il allait dire quelque chose, qu'il allait enfin laisser tomber ce masque de froideur. Mais il détourna le regard et recula d'un pas. « Il est tard », dit-il en rassemblant brusquement ses affaires. « Nous devrions rentrer. » Il était déjà à la porte quand elle l'interpella. « Octave !» Il s'arrêta sans se retourner. Ce garçon, il s'est trompé. L'amour existe. Peut-être pas celui qu'il cherchait, peut-être pas comme il l'imaginait, mais il existe. Les épaules d'Octave se tendirent imperceptiblement. « Comment pouvez-vous en être si certaine? Parce que je l'ai vu dans vos yeux quand vous parliez de lui. Vous l'aimiez comme vos étudiants. Vous souffrez encore de sa perte. C'est cela, l'amour. Pas seulement la passion romantique. L'attachement, l'inquiétude pour l'autre, la douleur de le perdre. » Il resta immobile si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix à peine audible, « L'amour tue, Bérengère, toujours. » Il sortit dans le couloir sombre, la laissant seule avec le bruit de la pluie et le poids de cette révélation. Pour la première fois, elle comprenait vraiment Octave Leroy. Il n'était pas incapable d'aimer. Il en était terrifié. Et cette découverte changeait tout. En éteignant sa lampe, elle ne put s'empêcher de penser que parfois, les hommes les plus froids étaient ceux qui avaient été brûlés le plus profondément. La question était, valait-il la peine de risquer de se brûler à son tour pour réchauffer un cœur de glace? Dans le couloir désert résonnaient encore les échos de ses pas qui s'éloignaient, mais dans son esprit à elle, quelque chose venait de s'éveiller, quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Les jours qui suivirent cette soirée pluvieuse prirent une teinte différente pour Bérengère. Chaque interaction avec Octave était désormais filtrée par cette nouvelle compréhension. L'homme qu'elle avait cru incapable d'aimer était en réalité prisonnier de ses propres peurs. Cette révélation la hantait, éveillant en elle une curiosité dangereuse qu'elle tentait vainement de réprimer. Le jeudi matin, elle le trouva dans la bibliothèque, installé à la même table où ils avaient eu leur première réunion de travail. Il levait rarement les yeux de ses livres, mais elle sentait parfois son regard peser sur elle quand elle passait entre les rayonnages. Une tension nouvelle flottait dans l'air, faite de mots non dits et de questions suspendues. « Professeur Leroy », dit-elle en s'approchant de sa table, « je voudrais vous parler du prochain séminaire, sur Rousseau et l'éducation sentimentale. » Il referma lentement son livre, un traité de Kant, nota-t-elle, et leva vers elle ce regard gris qui la troublait tant. Depuis leur conversation sous la pluie, quelque chose avait changé dans ses yeux. La froideur était toujours là, mais elle semblait moins naturelle, plus construite. « Asseyez-vous », dit-il simplement. Elle prit place en face de lui, consciente de la proximité inhabituelle que créait cette petite table d'études. Ses mains étaient posées à plat sur le bois ciré, et elle remarqua une cicatrice fine qui courait le long de son index droit. « Rousseau, commença-t-elle, prétend que l'éducation doit respecter les mouvements naturels du cœur. Que pensez-vous de cette approche ?» Octave demeura silencieux un long moment, son regard fixé sur ses propres mains. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse qu'à l'ordinaire. Rousseau était un idéaliste. Il croyait en la bonté naturelle de l'homme, en la pureté des sentiments spontanés. Il marqua une pause. Il a abandonné ses 5 enfants aux enfants trouvés. Belle leçon d'éducation sentimentale. Bérengère sentit le cynisme familier dans ses paroles, mais elle y décela aussi quelque chose de nouveau, une blessure personnelle qui transparaissait malgré lui. « Peut-être, » dit-elle doucement, « mais cela ne rend pas son idéal moins vrai. L'hypocrisie de l'homme n'annule pas la beauté de ses idées. Les idées sans acte ne sont que des mensonges dorés, Bérengère. » Il avait utilisé son prénom naturellement, sans s'en apercevoir. « J'ai grandi avec un père qui prônait l'amour familial dans ses écrits et qui battait sa femme dès qu'elle le contrariait. » Cette confession tomba entre eux comme une pierre dans un lac calme. Bérengère sentit son cœur se serrer.
Chaque révélation d'Octave ajoutait une pièce au puzzle de sa froideur, et le tableau qui se dessinait était celui d'un homme brisé dès l'enfance, qui avait appris à se protéger en rejetant toute forme de vulnérabilité. « Je suis désolé », murmura-t-elle. « Ne le soyez pas. » Sa voix avait retrouvé sa dureté habituelle, mais ses yeux restaient douloureux. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse. Les sentiments sont des masques. Derrière l'amour se cache souvent la violence, derrière la tendresse, la manipulation. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, Octave. Vous en êtes certaine? Il se pencha légèrement vers elle, et elle put voir les paillettes dorées dans ses iris. N'avez-vous jamais été déçu, trahi, utilisé au nom de l'amour? La question la frappa de plein fouet. Des visages surgirent dans sa mémoire. Guillaume, qui lui avait juré un amour éternel avant de la quitter pour une collègue plus jeune. Sébastien, qui s'était servi de sa sensibilité pour obtenir ce qu'il voulait avant de disparaître. Tous ces hommes qui avaient prononcé le mot « amour » comme une formule magique pour obtenir sa confiance, son cœur, son corps. « Si », admit-elle dans un souffle, « mais cela ne m'a pas rendu cynique pour autant. Alors, vous êtes plus forte que moi. » Ces mots lui échappèrent, si bas qu'elle crut les avoir imaginés. Mais l'expression de surprise qui traversa aussitôt son visage lui confirma qu'il les avait bel et bien prononcés. Un silence troublant s'installa entre eux. Bérengère sentait qu'il se trouvait au bord d'un précipice émotionnel et qu'un mot, un geste pouvait tout faire basculer. La vulnérabilité qu'elle entrevoyait chez cet homme la bouleversait plus qu'elle n'osait se l'avouer. « Octave » commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste. « Nous devrions nous concentrer sur le séminaire. » Il avait retrouvé son masque professionnel, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. Les étudiants attendent une analyse rigoureuse de Rousseau, pas nos considérations personnelles. Elle hocha la tête, comprenant qu'il avait besoin de reprendre ses distances. Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure, mais l'atmosphère était chargée d'une électricité nouvelle. Chaque fois que leurs mains se frôlaient en tournant une page, chaque fois que leurs regards se croisaient par accident, quelque chose vibrait entre eux. Quand ils quittèrent la bibliothèque, le soleil d'hiver perçait enfin les nuages. Dans la cour pavée de l'université, Octave s'arrêta brusquement. « Bérengère », sa voix était étrange, presque hésitante. « Ce que je vous ai dit, gardez-le pour vous, s'il vous plaît. » Elle se tourna vers lui, frappée par cette soudaine humanité dans sa demande. L'homme qui se tenait devant elle n'avait plus rien du professeur impassible qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il semblait fragile, presque perdu. « Bien sûr, » dit-elle simplement. Il hocha la tête et s'éloigna rapidement, mais elle eut le temps de voir quelque chose briller dans ses yeux. De la gratitude? Du soulagement? Ou quelque chose de plus troublant encore? En rentrant chez elle ce soir-là, Bérengère ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image d'Octave, avouant sa faiblesse. Cet homme qu'elle avait cru incapable d'aimer était en réalité celui qui avait le plus peur d'aimer. Et cette découverte ébranlait toutes ses certitudes. Car comment lutter contre quelque chose qu'on ne ressent pas? Comment guérir un cœur qui refuse de battre? Mais surtout, comment se protéger quand on commence à ressentir exactement ce que l'autre redoute le plus? Elle s'endormit ce soir-là, avec une question qui la hanterait longtemps. Valait-il mieux aimer un homme incapable d'aimer, ou tomber amoureuse de celui qui en avait le plus peur? Le séminaire sur Rousseau et l'éducation sentimentale promettaient d'être électriques. Bérengère sentait la tension inhabituelle qui régnait dans l'amphithéâtre ce matin-là. Les étudiants avaient remarqué l'évolution subtile dans la dynamique entre leurs 2 professeurs. Les joutes intellectuelles étaient devenues plus intenses, plus personnelles, chargées d'un sous-texte que personne n'osait nommer. Octave arriva avec quelques minutes de retard, ce qui ne lui ressemblait pas. Bérengère nota immédiatement les cernes plus marquées sous ses yeux, la crispation presque imperceptible de ses mâchoires. Il évita soigneusement son regard en prenant place à côté d'elle. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle pour pallier son silence inhabituel, « Jean-Jacques Rousseau nous enseigne que l'éducation doit suivre la nature humaine plutôt que de la contrarier. Selon lui, l'homme naît bon, et c'est la société qui le corrompt. Une vision dangereusement naïve, coupa Octave, sa voix plus tranchante qu'à l'ordinaire. Rousseau oublie que la nature humaine inclut aussi la violence, l'égoïsme, la cruauté. Éduquer selon ses instincts primitifs mènerait au chaos. Bérengère se tourna vers lui, surprise par la véhémence inhabituelle de ses paroles. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde, et elle y lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. Une peur profonde, viscérale. « Vous parlez comme si l'amour était un instinct destructeur, professeur Leroy, » répliqua-t-elle doucement. « Mais Rousseau évoque avant tout la capacité naturelle à l'empathie, à l'attachement.
N'est-ce pas là notre humanité véritable? L'attachement, répéta-t-il, et le mot sembla lui brûler les lèvres. L'attachement rend vulnérable, il aveugle, il pousse aux pires extrémités. Un murmure parcourut l'assemblée. Cette fois, même les étudiants les plus distraits sentaient que leur professeur ne parlait plus seulement de philosophie. Êtes-vous en train de dire qu'il vaut mieux vivre sans jamais s'attacher à rien ni à personne? La voix de Bérengère tremblait légèrement. Une existence coupée de tout lien, de toute émotion? Octave se leva brusquement, tournant le dos aux étudiants pour écrire au tableau. Mais Bérengère vit ses mains trembler imperceptiblement quand il saisit la craie. Je dis qu'il vaut mieux préserver sa lucidité que de se perdre dans des illusions romantiques, dit-il sans se retourner. L'amour n'est qu'un miroir aux alouettes. Il promet le bonheur et apporte la souffrance. Et si c'était l'inverse? Elle s'était levée à son tour, se rapprochant de lui malgré les 100 pères Dieu qui les observaient. Et si la souffrance venait justement du refus d'aimer, du choix de s'emmurer dans la solitude? Il fit volte-face si brusquement qu'elle recula d'un pas. Ses yeux gris flamboyaient d'une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », siffla-t-il entre ses dents. « Vous ne savez pas ce que c'est que de voir l'amour détruire tout sur son passage, de grandir dans les décombres de ce qu'on appelle « sentiment ». Alors apprenez-moi, murmura-t-elle assez bas pour que seul lui puisse l'entendre. Ces 3 mots agirent comme un électrochoc. Octave la dévisagea avec une expression indéchiffrable où se mêlaient désir et terreur. Pendant un instant suspendu, elle crut qu'il allait céder, qu'il allait enfin laisser tomber ses défenses. Mais il se ressaisit, reculant jusqu'au tableau comme si elle représentait un danger mortel. « Cours terminé », dit-il d'une voix blanche. « Nous reprendrons la semaine prochaine. » L'amphithéâtre se vida dans un brouhaha de confusion. Les étudiants échangèrent des regards perplexes, certains chuchotèrent déjà sur ce qu'ils venèrent d'assister. Bérengère et Octave se retrouvèrent seuls dans l'immense salle, face à face comme 2 duellistes après le combat. « Octave !» commença-t-elle, mais il l'arrêta d'un geste. « Non !» Sa voix était rauque, brisée. « Ne dites rien, s'il vous plaît. » Il rassembla ses affaires avec des gestes saccadés, évitant soigneusement de la regarder. Mais au moment de passer devant elle pour sortir, il s'arrêta, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, percevoir le parfum familier de son eau de toilette. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il sans la regarder. « Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut, je ne sais pas, je ne peux pas. »« Qu'est-ce que vous ne pouvez pas ?» chuchota-t-elle. Il ferma les yeux, et elle vit ses poings se serrer convulsivement. « Je ne peux pas vous aimer sans vous détruire. » Ces mots la frappèrent comme une lame. Avant qu'elle puisse répondre, il était parti, la laissant seule, avec l'écho de sa confession déchirante. Bérengère s'effondra sur une chaise, le cœur battant à tout rompre. Enfin, elle comprenait. Octave n'était pas incapable d'aimer. Il l'aimait déjà. Il l'aimait, et cela le terrifiait au point qu'il préférait la fuir plutôt que de risquer de lui faire du mal. Mais en tentant de la protéger, il ne faisait que confirmer ce qu'elle ressentait déjà. Elle était en train de tomber amoureuse de cet homme brisé qui se croyait maudit. Le soir même, elle le chercha dans toute l'université. Elle finit par le trouver dans son bureau, debout devant la fenêtre qui donnait sur la cour. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Vous n'auriez pas dû venir », dit-il simplement. « Et vous, vous n'auriez pas dû fuir. Je ne fuis pas. Je vous protège. » « De quoi? De vous? De moi? De ce qui grandit entre nous ?» Il pivota enfin vers elle, et elle fut bouleversée par la douleur qu'elle lut sur son visage. « De moi, oui. De ce que je suis. De ce que je pourrais vous faire. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas aimer sans faire souffrir, Bérengère. C'est tout ce que j'ai appris. C'est tout ce que je connais. » Elle s'approcha de lui lentement, comme on approche un animal blessé. « Alors apprenez autre chose, avec moi. Et si j'échoue? Et si je vous brise comme tous ceux que j'ai touchés? Et si vous réussissez ?» Il la regarda longuement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit des larmes briller dans ses yeux gris. « Je ne peux pas prendre ce risque, » chuchota-t-il. « Pas avec vous. » Ces mots résonnèrent dans le silence comme un glas. Bérengère comprit qu'elle avait perdu, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais précisément parce qu'il l'aimait. Et cet amour lui faisait si peur qu'il était prêt à tout sacrifier pour l'éviter. Elle hocha la tête, ravala ses larmes naissantes et quitta le bureau sans un mot de plus. Dans le couloir, elle entendit un bruit sourd, comme quelque chose qui s'effondrait, mais elle ne se retourna pas. Les jours qui suivirent leur confrontation dans le bureau d'Octave prirent la teinte grise d'un hiver qui n'en finissait pas. Bérengère s'enferma dans une routine méthodique, tentant de noyer sa douleur dans le travail, corriger des copies, préparer ses cours, répondre aux emails administratifs, tout plutôt que de penser à cet homme qui l'aimait assez pour la repousser.
Leurs séminaires devinrent des exercices de torture raffinés. Octave arrivait pile à l'heure, présentait ses analyses avec une froideur clinique et repartait sitôt la cloche sonnée. Il ne la regardait plus jamais directement, s'adressait à elle avec une politesse glaciale qui lui faisait plus mal qu'aucune colère n'aurait pu le faire. « Professeur Dubois, pourriez-vous développer votre point sur Diderot ?»« Merci, professeur Leroy. Votre analyse de Voltaire était éclairante. Des formules creuses, des échanges vidés de toute substance humaine. Les étudiants avaient remarqué le changement. L'électricité qui crépitait entre leurs professeurs s'était muée en une tension mortifère qui rendait l'atmosphère oppressante. Un matin de décembre, Bérengère craqua. Elle venait de passer une nuit blanche à tourner en rond dans son appartement, ressassant leurs dernières paroles, quand elle décida que cette situation ne pouvait plus durer. Elle le trouva dans la salle des professeurs, seul devant sa tasse de café. Il leva brièvement les yeux quand elle s'approcha, puis les baissa aussitôt, comme si la regarder lui causait une douleur physique. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dit-elle sans préambule. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Sa voix était parfaitement contrôlée, mais elle vit ses doigts se crisper imperceptiblement sur l'anse de sa tasse. « Octave, regardez-moi. » Non. Ce simple mot, prononcé avec tant de détresse contenue, lui brisa le cœur. Elle s'assit en face de lui, refusant d'accepter cette distance qu'il s'imposait à eux deux. « Vous vous punissez, et vous me punissez aussi. Pourquoi ? Pour ressentir quelque chose ? Pour être humain ?» Il se leva brusquement, manquant renverser sa chaise. « Vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi. » Sa voix monta malgré elle. « Expliquez-moi pourquoi vous préférez nous faire souffrir tous les deux plutôt que... » « Plutôt que quoi ?» Il fit volte-face, et elle vit enfin ses yeux. Ils étaient rougis de fatigue, hantés par une douleur qu'elle reconnaissait car elle la portait elle aussi. « Plutôt que de vous mentir, plutôt que de vous faire croire que je pourrais être l'homme qu'il vous faut, qui décide de l'homme qu'il me faut? Vous? Mon passé, mon histoire, ce que je suis. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Vous méritez quelqu'un qui sache aimer sans détruire, quelqu'un qui ne porte pas la violence dans ses gènes. Et si moi je vous voulais tel que vous êtes, avec vos failles, vos peurs, votre histoire ?» Il la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle faillit fondre en larmes. « Alors vous seriez folle. » « Peut-être. » Elle se leva à son tour, s'approchant de lui malgré son recul instinctif. « Ou peut-être que je vois quelque chose que vous refusez de voir. Un homme capable d'une tendresse immense, précisément parce qu'il connaît la violence. Un homme qui protège ceux qu'il aime au point de se sacrifier pour eux. Vous idéalisez. Non. J'aime. » Ces deux mots tombèrent entre eux comme une bombe. Octave devint livide. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle venait de le frapper. « Ne dites pas ça, » chuchota-t-il. « Pourquoi? Parce que c'est vrai? Parce que cela confirme vos pires craintes ?» Les larmes qu'elle retenait depuis des jours se mirent enfin à couler. « Je vous aime, Octave. Je vous aime avec vos blessures et vos silences. Je vous aime assez pour accepter que vous ne puissiez pas me le rendre. Mais je ne peux plus faire semblant que ce sentiment n'existe pas. » Il recula jusqu'au mur, comme si les mots de Bérengère étaient des projectiles. Ses mains tremblaient ouvertement maintenant. « Arrêtez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez tant? De me faire du mal? Vous m'en faites déjà, chaque jour un peu plus, en me regardant comme un danger, en me traitant comme une étrangère. Parce que c'est ce que vous devriez être, » explosa-t-il enfin. « Une étrangère, quelqu'un qui passe dans ma vie sans y laisser de traces. Pas quoi? Pas celle qui pourrait me faire perdre la raison. » Sa voix n'était plus qu'un souffle brisé, pas celle pour qui je serais capable de tout, même du pire. Bérengère sentit son cœur s'emballer. Dans cette confession déchirante, elle entendait enfin la vérité qu'il tentait désespérément de nier. Il l'aimait. Il l'aimait au point d'en avoir peur, au point de tout faire pour la protéger de cet amour qu'il jugeait maudit. Elle s'approcha encore, et cette fois il ne recula pas. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir le rythme erratique de sa respiration. « Et si vous vous trompiez ?» murmura-t-elle. « Et si votre amour n'était pas une malédiction mais un don ?» Il ferma les yeux, comme pour ne pas voir la tendresse qu'elle lui offrait. « Je ne peux pas prendre ce risque. Alors moi je le prends. » Elle posa doucement sa main sur sa joue. Il tressaillit au contact mais ne s'écarta pas. Sous sa paume, elle sentait la tension de ses mâchoires, la chaleur de sa peau. « Bérengère !» Son prénom sur ses lèvres était une prière et une malédiction mêlées. « Je sais que vous avez peur. Moi aussi j'ai peur, mais je suis fatigué de laisser la peur décider à ma place. » Il rouvrit les yeux et ce qu'elle y lut lui coupa le souffle. De l'amour. Un amour si intense, si désespéré qu'il en était presque effrayant. « Si je vous fais du mal, alors nous affronterons cela ensemble. »
Pour un instant qui sembla durer une éternité, elle crut qu'il allait céder, qu'il allait enfin laisser tomber ses défenses et accepter ce qui grandissait entre eux. Mais au dernier moment, il attrapa sa main et l'écarta doucement de son visage. « Non », dit-il avec une fermeté qui sonnait comme un adieu. « Je ne peux pas, je ne vous ferai pas subir ça. » Il quitta la salle des professeurs, la laissant seule avec ses larmes et une certitude nouvelle. Elle ne pourrait plus continuer ainsi. Si Octave était déterminé à les faire souffrir tous les deux au nom d'un amour qu'il refusait d'accepter, alors il lui fallait partir, pour préserver ce qu'il restait de son cœur, pour préserver sa dignité. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle allait cesser de se battre pour lui, et peut-être, seulement peut-être, cette reddition le réveillerait-il enfin. L'enveloppe était arrivée un mardi matin, glissée discrètement sous la porte de son bureau. Bérengère l'avait d'abord ignorée, trop épuisée par les nuits blanches et les journées passées à éviter Octave pour s'intéresser à la correspondance administrative. Mais le logo de l'Université de Lyon avait fini par attirer son attention. Elle décacheta l'enveloppe d'une main distraite et manqua lâcher la lettre quand elle en lut le contenu. « Cher professeur Dubois, suite à votre candidature pour le poste de directrice du département de littérature comparée, nous avons l'honneur de vous informer que votre dossier a été retenu. Nous souhaiterions vous rencontrer la semaine prochaine pour finaliser les modalités de votre nomination. » Son cœur s'emballa. Elle avait complètement oublié cette candidature envoyée des mois plus tôt, dans un moment d'ambition professionnelle, qui lui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Lyon, un nouveau départ, une échappatoire à cette situation impossible qui la détruisait à petit feu. Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. 2 jours plus tard, elle prit sa décision. Elle demanda un rendez-vous au doyen Martineau et lui annonça son intention de quitter l'Université Saint-Antoine à la fin du semestre. L'homme aux tempes grises parut sincèrement attristé. « Mais enfin, Bérengère, vous êtes l'un de nos plus beaux talents. Qu'est-ce qui vous pousse à partir ? Une opportunité professionnelle exceptionnelle, mentit-elle, avec un sourire qui ne trahissait rien de sa douleur. Et j'ai besoin de changement. Martineau la scruta de ses yeux perçants. Cela n'aurait-il pas un rapport avec notre cher Octave Leroy? J'ai remarqué que l'atmosphère de vos séminaires avait évolué. Bérengère sentit ses joues s'embraser, mais elle maintint son sourire professionnel. Nos approches pédagogiques sont simplement incompatibles, monsieur le doyen. Rien de plus. Bien sûr, dit Martineau avec un sourire entendu. Dans ce cas, je suppose qu'il sera soulagé d'apprendre votre départ. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle, mais elle ne broncha pas. J'imagine, oui. Le soir même, elle commença à faire ses cartons. Chaque livre rangé, chaque photo décrochée était un pas de plus vers sa liberté. Loin d'Octave et de son amour impossible, loin de cette douleur qui la rongeait chaque jour davantage, elle ne lui dit rien. À quoi bon? Il serait probablement soulagé de se débarrasser de cette complication émotionnelle qui troublait sa précieuse sérénité intellectuelle. Mais le vendredi matin, alors qu'elle vidait ses derniers tiroirs, 3 coups secs résonnèrent contre sa porte. Elle reconnut immédiatement cette façon particulière de frapper, autoritaire, impatiente, familière. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux de ses affaires. Octave pénétra dans son bureau et s'arrêta net en voyant les cartons qui s'empilaient partout. Son visage, déjà pâle, devint livide. « Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous pouvez voir, » répondit-elle avec un calme qu'elle était loin de ressentir. « Je range mes affaires. »« Pourquoi ?» Elle leva enfin les yeux vers lui et fut frappée par son expression. Il semblait perdu, comme un homme qui vient de recevoir un diagnostic fatal. « Parce que j'ai accepté un poste à Lyon. Je pars à la fin du mois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Octave resta immobile, comme foudroyé, fixant les cartons avec une incrédulité totale. « Lyon », répéta-t-il d'une voix blanche, directrice du département de littérature comparée. « Une opportunité magnifique. Vous partez. C'est ce que font généralement les gens quand ils acceptent un poste ailleurs, oui. » Sa froideur délibérée sembla le frapper comme une lame. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, les poings serrés. « Quand avez-vous décidé cela ? » ?»« Il y a quelques jours. » Elle referma un carton avec des gestes méthodiques, refusant de regarder la douleur qui se peignait sur son visage. « Après notre dernière conversation. À cause de moi. » Ce n'était pas une question. Bérengère suspendit son geste, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Mais elle releva le menton, puisant dans ses dernières réserves de fierté. « Tout ne tourne pas autour de vous, Octave. C'est un choix de carrière, rien de plus. Mentez-vous toujours aussi mal ?» Cette fois, elle le regarda vraiment, et ce qu'elle vit la bouleversa.
Cet homme qui prônait le contrôle de soi, qui faisait de la maîtrise émotionnelle une religion, était en train de se déliter sous ses yeux. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate de travers, ses yeux injectés de sang. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi » murmura-t-elle malgré elle. « Depuis que j'ai appris que vous partiez. » Sa voix était rauque, brisée. « Martineau me l'a dit hier soir, avec un sourire en précisant que j'allais être soulagé. » Bérengère sentit son cœur se serrer. « Et vous l'êtes ?» Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Est-ce que j'ai l'air soulagé ?» Non. Il avait l'air d'un homme qui se noyait, d'un homme qui regardait sa dernière bouée de sauvetage s'éloigner à l'horizon. « Octave, ne partez pas. » Ces mots lui échappèrent dans un souffle. « S'il vous plaît, ne partez pas. » « Chah, pourquoi ?» Sa propre voix tremblait maintenant. Pour continuer à souffrir en silence, pour faire semblant que nous ne ressentons rien, pour vous laisser me traiter comme une étrangère, pour me laisser le temps. Il s'approcha d'elle, et elle vit que ses mains tremblaient. Le temps d'apprendre, d'essayer, de devenir l'homme que vous méritez. Et si vous n'y arrivez pas, alors au moins j'aurais essayé. Il était tout proche maintenant, et elle pouvait voir les larmes qui brillaient dans ses yeux gris. Mais si vous partez, je n'aurai même pas cette chance. Bérengère ferma les yeux, luttant contre l'espoir qui renaissait malgré elle. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas prendre ce risque. J'avais tort. Sa voix se brisa complètement. Le vrai risque, c'est de vous perdre. C'est de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu arriver si j'avais eu le courage. Il tendit une main tremblante vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. Bérengère, Il déglutit péniblement. Je ne sais pas comment on aime sans faire de mal. Je ne sais pas comment on fait confiance. Mais je sais que l'idée de vous perdre me terrifie plus que tout le reste. Elle rouvrit les yeux, et ce qu'elle vit dans son regard acheva de faire fondre ses dernières défenses. De l'amour, un amour dévasté, vulnérable, mais enfin libre de ses chaînes. « Octave, restez, » chuchota-t-il. « S'il vous plaît, apprenez-moi, montrez-moi comment on fait. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Octave le roi s'était rendu. Il avait abdiqué toute fierté, tout contrôle, et lui offrait la seule chose qu'il possédait encore, son cœur brisé et sa volonté de le réparer. Bérengère regarda autour d'elle les cartons qui contenaient sa fuite, puis ses yeux revinrent se poser sur cet homme qui venait enfin de choisir l'amour plutôt que la peur. Sa réponse changerait tout, pour eux deux. Bérengère regarda longuement cet homme qui venait de mettre à nu son âme devant elle. Octave attendait sa réponse, vulnérable comme elle ne l'avait jamais vu, tous ses masques enfin tombés. Les larmes qu'il avait retenues pendant des semaines coulaient maintenant librement sur ses joues, et elle comprit que quelque chose d'irréversible venait de se produire. « Je ne sais pas si je peux annuler Lyon, » murmura-t-elle. « J'ai signé des documents, pris des engagements, alors je viendrai avec vous. » Ces mots sortirent de sa bouche sans hésitation, avec une détermination qui la stupéfia. « Je trouverai un poste là-bas, n'importe lequel. Je renoncerai à tout s'il le faut. Octave, vous ne pouvez pas... Votre carrière, votre vie ici, ma vie n'est rien sans vous. » Il s'approcha encore, et cette fois elle ne recula pas. « Ces derniers jours, sans vous parler, sans croiser votre regard, j'ai compris ce qu'était l'enfer, et l'idée que vous puissiez disparaître à jamais. » Sa voix se brisa complètement. Il tendit les mains vers elle, hésita, puis les posa doucement sur ses joues, comme si elle était faite de cristal. « Bérengère, je sais que je ne suis pas l'homme le plus facile à aimer. Je sais que j'ai peur, que je suis brisé, que je ne sais pas faire les choses comme il faut, mais... » Il prit une inspiration tremblante. « Mais je vous aime. Je vous aime au point d'en perdre la raison. Je vous aime assez pour essayer de devenir meilleur. » Ces mots qu'elle avait tant espéré entendre résonnèrent dans le silence de son bureau comme une mélodie longtemps attendue. Mais elle voyait dans ses yeux qu'il avait encore quelque chose à dire, quelque chose d'essentiel. « Il y a une chose que vous devez savoir, » continua-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Une chose que je ne vous ai jamais dite. »« Quoi ? Mon père, il n'est pas mort de maladie comme je l'ai laissé entendre. » Sa voix devint à peine audible. « Il s'est tué. Le jour où ma mère l'a quitté. Il ne supportait pas l'idée de vivre sans elle. » Bérengère sentit son cœur se serrer. Une nouvelle pièce du puzzle se mettait en place, expliquant cette terreur viscérale qu'Octave avait de l'amour. « Et j'ai passé ma vie à me jurer que jamais, jamais je ne deviendrai comme lui, » poursuivit-il, « que jamais je ne laisserai quelqu'un avoir ce pouvoir sur moi, que jamais je ne dépendrai de l'amour d'une autre personne pour exister. Octave, mais je me suis trompé. » Ses pouces caressèrent doucement ses pommettes, effaçant des larmes qu'elle n'avait pas senti couler. « Je croyais que ne pas aimer me protégerait. En réalité, ne pas vous aimer m'aurait détruit bien plus sûrement. »
Il prit son visage entre ses mains et elle vit dans ses yeux gris une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. Alors je fais le choix inverse de mon père. Je ne fuis plus, je ne me cache plus. Sa voix se raffermit, prenant une solennité qui donna la chair de poule à Bérengère. Je vous aime, et je me bats pour cet amour, quoi qu'il arrive, où que vous alliez. Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle, et elle sut que les mots qu'il allait prononcer changeraient sa vie à jamais. Je ne te perdrai jamais, Bérengère. Ce serment, prononcé avec une ferveur presque religieuse, brisa quelque chose dans son cœur. Toutes ses certitudes, tous ses doutes, toute cette conviction qu'elle avait eue pendant des mois qu'il était incapable d'aimer, tout s'effondra d'un coup. Cet homme qui se tenait devant elle, cet homme qui pleurait sans honte, qui était prêt à sacrifier sa carrière, à la suivre au bout du monde, à se battre contre ses propres démons. Cet homme l'aimait avec une passion qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Tu croyais que j'étais incapable d'aimer » murmura-t-il comme s'il lisait dans ses pensées. « Mais tu avais tort. Je suis incapable de ne pas t'aimer. » Les dernières barrières de Bérengère s'effondrèrent. Elle se jeta dans ses bras avec un sanglot de soulagement, sentant enfin ses bras qu'elle avait tant désiré se refermer sur elle avec une tendresse désespérée. « Mon Dieu, Octave !» chuchota-t-elle contre son cou. « J'ai eu si peur que tu ne puisses jamais. » Chut. Il resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je suis là, et je ne partirai plus jamais. » Ils restèrent ainsi enlacés au milieu des cartons, deux âmes blessées qui venaient enfin de trouver leur guérison dans les bras l'un de l'autre. Bérengère sentait le cœur d'Octave battre contre sa poitrine, ce cœur qu'elle avait cru de glace et qui brûlait en réalité d'un feu qu'il avait trop longtemps tenté d'étouffer. « Je ne pars plus à Lyon, » murmura-t-elle finalement. « Si c'est vraiment ce que tu veux, alors nous irons ensemble. » « Non. » Elle se recula légèrement pour plonger ses yeux dans les siens. « Ce que je veux, c'est construire quelque chose avec toi. Ici, maintenant, s'enfuir. » Il sourit enfin, et ce sourire transforma complètement son visage. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Octave Leroy paraissait véritablement heureux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en caressant doucement sa joue. « Tu es sûr de vouloir tenter l'aventure avec un homme aussi compliqué que moi? Je suis sûr de t'aimer. Le reste, nous l'apprendrons ensemble. »« Ensemble » répéta-t-il comme s'il goûtait ce mot pour la première fois. « J'aime ce mot. »« Alors habitue-toi, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Tu vas l'entendre souvent. » Il l'embrassa enfin, avec une douceur qui contrastait avec la passion dévorante qu'elle sentait vibrer en lui. C'était un baiser de promesse, de commencement, de serment silencieux. Quand ils se séparèrent, Bérengère regarda autour d'elle les cartons qui symbolisaient sa fuite et se mit à rire. « Il va falloir que je défasse tout ça. »« Nous allons défaire tout ça, » corrigea-t-il en l'embrassant sur le front. « Ensemble, tu te souviens ?» Et pour la première fois de sa vie, Bérengère Dubois sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé l'homme avec qui elle voulait tout partager, même les cartons à défaire, surtout les cartons à défaire, car après tout, reconstruire ensemble était infiniment plus beau que de tout détruire par peur. Et Octave Leroy, l'homme qu'elle avait cru incapable d'aimer, venait de lui prouver que l'amour le plus fort était souvent celui qui naissait des cendres de la peur. 6 mois plus tard, l'amphithéâtre Rousseau n'avait jamais connu une telle effervescence. Pour la dernière séance de leur séminaire interdisciplinaire, Bérengère et Octave avaient prévu une conférence ouverte au grand public sur l'art de persuader quand la raison rencontre l'émotion. La salle était comble, rassemblant étudiants, collègues, journalistes et simples curieux attirés par la réputation de ce duo devenu légendaire dans l'université. Bérengère ajusta sa veste marine et regarda Octave qui finalisait ses notes au pupitre. 6 mois avaient suffi à transformer cet homme qu'elle avait cru de marbre. Il souriait désormais spontanément. Ses gestes avaient gagné en naturel et surtout, il la regardait, vraiment, avec ses yeux gris qui ne se voilèrent plus jamais quand ils croisèrent les siens. « Prêt ?» murmura-t-elle en s'approchant de lui. « Avec toi, toujours » répondit-il en effleurant discrètement sa main. Ce geste tendre, presque imperceptible, n'échappa à personne dans l'assemblée. Toute l'université savait désormais que les professeurs Dubois et Leroy étaient ensemble, et loin de créer un scandale, cette histoire d'amour née des cendres de leurs duels intellectuels était devenue une légende romantique qui faisait rêver les étudiants. « Mesdames et messieurs, » commença Octave face au public attentif, « il y a 1 an, j'aurais commencé cette conférence en affirmant que l'émotion est l'ennemi de la raison, que pour persuader efficacement, il fallait s'affranchir de tout sentiment. » Un murmure parcourut l'assistance. Beaucoup se souvenaient de sa réputation d'homme froid et de ses théories sur l'inutilité des sentiments. « J'avais tort, »
déclara-t-il simplement, et ces deux mots résonnèrent comme une révolution. L'émotion n'est pas l'ennemi de la raison, elle en est le carburant. Bérengère sentit son cœur s'emballer. Voir Octave renier publiquement sa philosophie de vie pour embrasser une vision plus humaine du monde, la bouleversait encore. « Mon collègue est néanmoins complice », continua-t-il avec un sourire qui fit rire l'Assemblée, « va vous démontrer que les plus grands orateurs de l'histoire ont toujours su marier l'intellect et l'émotion pour toucher les cœurs. » Bérengère prit la parole, et sa voix porta naturellement dans tout l'amphithéâtre. Prenons Cicéron face à Antoine. Sa première philippique était techniquement parfaite, logiquement imparable, et elle a échoué. Savez-vous pourquoi? Elle laissa le suspense planer avant de poursuivre. Parce qu'elle manquait de passion. Ce n'est que lorsque Cicéron a laissé transparaître sa colère, son indignation, son amour de la République, que ces mots ont eu le pouvoir de soulever les foules. L'émotion authentique, reprit Octave, n'obscurcit pas le message. Elle le révèle. Elle lui donne une vérité que la pure logique ne peut atteindre. Et ainsi de suite pendant 2 heures, ils tissèrent ensemble une démonstration éblouissante, leurs voix se répondant et se complétant dans une harmonie parfaite. Mais, au-delà des mots, c'était leur propre histoire qu'ils racontaient sans le dire, celle de 2 personnes qui avaient appris à réconcilier raison et sentiment, force et vulnérabilité. Quand vint le moment des questions, une étudiante leva timidement la main. « Professeur Leroy, vous qui prôniez la méfiance envers les émotions, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Un silence s'installa dans l'amphithéâtre. Octave regarda Bérengère et elle y lut une question muette. Elle hocha imperceptiblement la tête, l'encourageant à dire sa vérité. « L'amour » dit-il simplement, et ce mot provoqua un émoi considérable dans l'assistance. J'ai découvert qu'on pouvait passer sa vie à fuir ses sentiments, sans pour autant leur échapper. Et qu'accepter d'aimer, même avec le risque que cela représente, était infiniment plus courageux que de s'en protéger. Ses yeux ne quittèrent pas Bérengère pendant qu'il parlait, et elle sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette déclaration publique. « L'amour, continua-t-il, m'a appris que la vulnérabilité était une force, que montrer ses failles ne vous affaiblissait pas, mais vous rendait humain, et qu'un cœur ouvert était plus puissant que tous les remparts intellectuels du monde. » L'amphithéâtre était suspendu à ses lèvres. Même les journalistes avaient cessé de prendre des notes pour écouter cette confession inattendue. « Je pensais que l'amour rendait fou, » conclut-il avec un sourire. « En réalité, il rend sage. Il enseigne la patience, la générosité, le courage. Il révèle qui nous sommes vraiment quand nous cessons de jouer des rôles. » Les applaudissements qui suivirent durèrent à plusieurs minutes. Bérengère vit que beaucoup d'étudiants avaient les larmes aux yeux, touchés par cette leçon de vie autant que de rhétorique. Quand l'amphithéâtre se vida enfin, ils se retrouvèrent seuls, face à face, encore émus par cette conclusion parfaite de leur aventure pédagogique. « Tu as été magnifique », murmura Bérengère en s'approchant de lui. « Nous avons été magnifiques », corrigea-t-il en la prenant dans ses bras. « Ensemble. Tu ne regrettes pas d'avoir révélé autant de toi devant tout ce monde ?» Octave secoua la tête, un sourire tendre aux lèvres. « Il y a 6 mois, j'aurais préféré mourir que d'avouer publiquement mes sentiments. Aujourd'hui, il caressa doucement sa joue. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je t'aime, fier que le monde entier sache que j'ai eu la chance de rencontrer la femme qui m'a sauvé de moi-même. Toi, c'est nous qui nous sommes sauvés l'un l'autre, » chuchota-t-elle contre ses lèvres. Il l'embrassa tendrement, et dans ce baiser, elle sentit tout ce qui les avait menés jusqu'ici. La peur, la résistance, le désespoir, mais aussi l'espoir, la passion, et cette force incroyable qui naît quand 2 âmes blessées acceptent de guérir ensemble. Quand ils se séparèrent, Octave prit ses mains dans les siennes et plongea ses yeux dans les siens. « Tu sais ce que je me dis parfois » murmura-t-il. « Quoi ? Que tu avais raison depuis le début. Je n'étais pas incapable d'aimer, j'étais juste terrorisé à l'idée de bien aimer. Et maintenant, je sais que l'amour ne se mérite pas. Il se vit, il se construit, il se choisit chaque jour. » Il porta ses mains à ses lèvres et les embrassa doucement. « Et je te choisis, Bérengère, aujourd'hui et pour toujours. Moi aussi je te choisis, » répondit-elle, le cœur débordant de bonheur, avec tes peurs et tes blessures, avec tes doutes et tes certitudes, avec tout ce que tu es. En sortant de l'amphithéâtre main dans la main, Bérengère repensa au chemin parcouru. Elle avait cru tomber amoureuse d'un homme incapable d'aimer. En réalité, elle était tombée amoureuse d'un homme qui aimait si fort qu'il en avait peur. Et ce serment qu'il avait prononcé dans son bureau, « Je ne te perdrai jamais », il le tenait chaque jour un peu plus, non par possession ou par désespoir, mais par choix. Par cet amour mature et conscient qu'ils construisaient ensemble, pierre après pierre. Car après tout,
Les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent par « il était une fois », mais celles qui murmurent chaque matin « aujourd'hui encore, je te choisis ». Et dans le cœur de Bérengère, cette certitude résonnait comme la plus belle des promesses. Avec Octave, chaque jour serait un nouveau commencement. Le café du boulevard Saint-Germain bourdonnait de conversations animées en cette douce soirée de printemps. Installés à leur table habituelle près de la fenêtre, Bérengère corrigeait des copies tout en jetant de temps à autre un coup d'œil vers l'entrée. Octave était en retard, ce qui ne lui ressemblait pas. Quand elle le vit enfin pousser la porte, elle remarqua immédiatement son expression inhabituelle. Un mélange d'excitation contenue et de nervosité qui piqua sa curiosité. Il portait ce costume gris qu'elle aimait tant et tenait une enveloppe Kraft à la main. « Désolé du retard », dit-il en l'embrassant tendrement avant de s'asseoir face à elle. Réunion interminable avec le conseil d'administration. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en refermant ses copies, attentive à ce trouble qu'elle percevait en lui. Octave posa l'enveloppe sur la table et la regarda intensément. 2 ans après leur réconciliation, il avait appris à exprimer ses émotions, mais elle reconnaissait encore ces moments où il cherchait ses mots pour dire quelque chose d'important. « Bérengère, tu te souviens de notre première conversation dans cette bibliothèque ?» commença-t-il. « Quand tu m'as demandé si j'avais déjà ressenti quelque chose, comment pourrais-je l'oublier? Tu m'avais répondu que les sentiments étaient des réactions chimiques. » Il sourit, de ce sourire qu'il réservait désormais aux moments d'intimité. « J'étais idiot. Tu étais blessé, » corrigea-t-elle doucement. « C'est différent. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te dire que ce jour-là, j'aurais trouvé impossible. » Il prit ses mains dans les siennes et elle sentit qu'elle tremblait légèrement. « J'ai ressenti quelque chose dès notre première rencontre. Cette irritation, cette résistance que tu provoquais en moi, c'était déjà de l'amour qui naissait. » Bérengère sentit son cœur s'emballer. Même après 2 ans, les déclarations d'Octave avaient encore le pouvoir de la bouleverser. « Je le sais maintenant, » murmura-t-elle. « Je le sais parce que moi aussi, je t'ai détesté avant de t'aimer. » « Non, tu ne comprends pas. » Il lâcha ses mains pour ouvrir l'enveloppe. « Ce que je veux dire, c'est que j'ai su dès le début que tu allais changer ma vie, et cela me terrifiait. » Il sortit de l'enveloppe une photo qu'elle reconnut immédiatement. Un cliché pris par un journaliste lors de leur dernière conférence. On les voyait debout côte à côte, elle parlant avec passion, lui l'écoutant avec une attention totale, et entre eux cette connexion visible qui électrisait l'atmosphère. Le doyen Martineau a proposé cette photo au conseil pour illustrer la brochure de l'université, expliqua Octave. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Regardez-les. Ils incarnent parfaitement ce que devrait être l'enseignement supérieur, la rencontre entre la passion et la rigueur, entre l'émotion et la raison. Bérengère étudia la photo, émue de voir à quel point leur complicité rayonnait. Et puis il a ajouté « Ce sont des professeurs comme eux qui donnent envie aux étudiants de croire en l'amour, autant qu'en la connaissance. » « C'est beau, » murmura-t-elle. « Oui, mais ce n'est pas tout. » Octave plongea à nouveau la main dans l'enveloppe et en sortit un second document. Le Conseil a voté à l'unanimité pour nous proposer de diriger conjointement le nouveau département d'études interdisciplinaires. Bérengère écarquilla les yeux. Ensemble? Ensemble. Il souriait maintenant, et cette joie pure qu'elle lisait sur son visage la fit fondre. Ils veulent officialiser ce que nous faisons déjà, prouver que l'intelligence et l'émotion ne sont pas ennemis. Octave, c'est incroyable. Ce n'est pas tout, répéta-t-il en se levant soudain de sa chaise. Et là, sous les yeux ébahis des autres clients du café, Octave Leroy, l'homme qui avait jadis considéré les émotions comme des parasites intellectuels, mit un genou à terre. « Bérengère Dubois, » dit-il d'une voix que l'émotion faisait trembler, « tu m'as appris que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une force. Tu m'as montré qu'on pouvait être vulnérable, sans être fragile. Tu as transformé mon cœur de pierre en quelque chose de vivant, de battant, de généreux. » Le café était maintenant parfaitement silencieux, tous les regards tournés vers eux. Bérengère avait les larmes aux yeux, une main pressée contre sa bouche. « Il y a 2 ans, je t'ai dit que je ne te perdrais jamais. Aujourd'hui, je veux te demander si tu accepterais... » Il sortit un écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple et élégante. « Si tu accepterais de ne jamais me perdre non plus. » Les applaudissements éclatèrent dans tout le café, avant même qu'elle puisse répondre. Mais Octave ne voyait qu'elle, attendant sa réponse avec cette vulnérabilité qu'elle aimait tant chez lui. « Oui, » chuchota-t-elle à travers ses larmes. « Oui, bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt d'une main tremblante, puis se releva pour la prendre dans ses bras sous les vivas de l'assistance improvisée. « Tu sais ce qui est drôle ?» murmura-t-elle contre son oreille, tandis qu'il la faisait tournoyer. « Quoi ? Au début, je croyais que tu étais incapable d'aimer.
Maintenant, je réalise que tu es celui qui aime le mieux que je connaisse. C'est parce que tu m'as appris comment faire, répondit-il en la reposant doucement. Et j'ai encore tellement à apprendre. Nous avons toute la vie pour ça, dit-elle, en admirant sa bague qui scintillait dans la lumière dorée du café. Toute la vie, répéta-t-il comme s'il savourait cette promesse. Et dans ce café parisien plein de témoins émus, entouré des applaudissements d'inconnus qui croyaient encore aux belles histoires d'amour, Bérengère et Octave scellèrent cette certitude qu'ils avaient à trouver ensemble. L'amour véritable n'était pas un sentiment qu'on subissait, mais un engagement qu'on choisissait, chaque jour, pour toujours. Car après tout, les plus belles promesses ne sont pas celles qu'on fait dans l'émotion, mais celles qu'on tient dans la durée. Et leur serment « je ne te perdrai jamais » était devenu bien plus qu'une déclaration d'amour. C'était devenu leur façon de vivre. Et vous, avez-vous déjà cru que quelqu'un était incapable d'aimer, pour découvrir ensuite que cette personne avait tellement peur d'aimer qu'elle préférait se protéger derrière un masque de froideur? Comme Bérengère, vous êtes-vous déjà épris de quelqu'un qui semblait émotionnellement inaccessible, mais qui en réalité cachait un cœur blessé? Racontez-nous, quel a été le moment où vous avez réalisé que derrière l'indifférence se cachait un amour profond et effrayé? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.